Vous écoutez La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Dans cet épisode hors série, je reçois pour la deuxième fois Claire, que vous avez entendue sous l'identité de Madame le Docteur Vagin. À la fin de ce premier enregistrement, nous nous étions dit que ce serait agréable de poursuivre la discussion et de parler un peu plus longuement du libéral. Nous l'avons donc fait, et voilà le résultat. Cet épisode sort quelques jours avant la sortie du livre de Claire, et je suis très heureuse d'en parler ici, parce que ça me permet de lui apporter un petit peu de soutien dans sa carrière d'autrice. Donc j'ai envie de vous dire d'aller acheter son livre. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Claire, alors re-bienvenue à La Consulte, puisque c'est la deuxième fois que tu viens et que la première fois on t'avait connue sous le nom de Madame le Docteur Vagin, mais aujourd'hui c'est Claire. C'est ça. Eh bien écoute, sois la bienvenue. Eh ben, merci à toi et puis merci de m'inviter à nouveau pour le podcast. Je suis ravie d'enregistrer une deuxième fois mes aventures médicales avec toi. C'est super, je suis très contente aussi. On va parler un peu plus spécifiquement du libéral et de ta découverte du monde du libéral. Et moi, je voudrais que tu reviennes sur ton premier contact avec le libéral. Est-ce que c'était en tant que patiente? Est-ce que c'était en tant que interne, externe, remplaçante? À quel moment t'as touché du doigt pour la première fois ce que c'était que le libéral? Alors en tant que patiente, je te dirais que non, parce que j'ai très très peu consulté dans ma vie. En tout cas, pas quand j'étais jeune. Après, pendant mes études externes, tout ça, c'est pareil. J'ai pas vu un médecin libéral puisque bon, à l'époque, on était quand même très 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 centré sur l'hôpital. J'ai pas de médecin dans ma famille, donc j'ai pas eu d'expérience par ce biais-là non plus. Donc c'est vrai que la première expérience que j'ai eue en libéral, elle est arrivée quand j'ai pris 6 mois de disponibilité au milieu de mon internat. En fait, je faisais mon internat de cardiologie, qui est quand même un internat que j'ai trouvé assez difficile et fatigant. Et au milieu de cet internat, j'ai vraiment eu envie d'arrêter, de faire une pause, parce que j'avais l'impression que ma vie défilait sous mes yeux et que je maîtrisais absolument plus mon cap. Donc j'ai pris 6 mois de disponibilité pour faire le point, en fait, en n'étant même pas certaine que je reprendrais mon internat après. J'étais un peu perdue. Et donc voilà, donc j'avais ces 6 mois de disponibilité avec ma licence de remplacement que je venais d'obtenir. Et évidemment, pour survivre en fait pendant ces 6 mois, puisqu'on n'est pas payé quand on prend une disponibilité, j'ai décidé de faire des remplacements. Donc j'ai demandé à des collègues, soit internes, soit chefs, enfin, je sais plus trop comment ça s'était passé, mais bon, je me suis renseignée autour de moi pour savoir qui potentiellement pourrait vouloir être remplacé comme cardiologue de ville. Et là, j'ai un collègue qui était interne, qui avait pris 6 mois qui était chef, qui avait pris 6 mois de dispo 2 ou 3 ans avant, qui avait remplacé à La Réunion, et qui m'a dit, je vais te donner le mail du cardiologue que j'avais remplacé à La Réunion, écris-lui, peut-être qu'il sera intéressé. Donc j'ai écrit à ce type-là à La Réunion, qui m'a répondu très gentiment, en me disant que lui n'était pas intéressé, mais que peut-être des collègues à lui seraient intéressés et qu'il avait forwardé mon mail à tous les cardiologues de l'île de La Réunion, ce qui était quand même hyper sympa. Et j'ai eu une autre réponse quelques jours après, donc d'un autre cardiologue de la Réunion, qui m'a proposé de le remplacer pendant 6 semaines, pendant les vacances de Noël. Enfin, ça a commencé vers le 15 décembre jusqu'à fin janvier, donc c'était quand même assez long. Voilà. Alors qu'il sachait pertinemment que j'avais jamais fait de remplacement, que j'étais encore en cours d'internat, que j'avais pas d'expérience, voilà. Et donc ça s'est fait comme ça, donc complètement à distance. Il m'avait pas rencontré, on s'est même pas eu au téléphone, rien du tout. On a juste échangé quelques mails. J'ai pris mon billet d'avion quelques mois après, ça c'était l'été précédent. J'ai pris mon billet d'avion et j'ai débarqué sur l'île de la Réunion où j'étais jamais allée. Et j'ai rencontré ce cardiologue qui devait se faire remplacer. Alors en fait, c'était un cabinet de 2 cardiologues et les 2 prenaient leurs vacances de manière intermittente. Alors c'était un cabinet de 2 qui fonctionnait de manière assez particulière, c'est qu'ils étaient tous les 2 à mi-temps, ce que j'ai jamais retrouvé après. Bon, c'était une super façon de travailler. Donc en fait, ils alternaient, il y en avait un qui faisait le matin, l'autre l'après-midi, selon les jours de la semaine. Donc moi, en fait, j'ai remplacé à mi-temps, puisque je remplaçais à chaque fois un des 2 cardiologues. Il y a eu juste une semaine, je crois, ou 2, où j'ai remplacé les 2 en même temps, donc j'étais à plein temps.
Donc c'était une façon idéale de commencer les remplacements parce que je travaillais 4 heures par jour. J'étais logée, j'avais une voiture de location, enfin voilà. Et j'étais sur l'île de la Réunion, qui est une île magnifique, que j'ai adoré ce remplacement. Et donc à la fois pour les conditions matérielles qui étaient super, et parce que j'ai découvert le monde libéral dans ces conditions-là. Et j'ai trouvé ça génialissime, c'est-à-dire de voir des gens en consultation qui me prenaient moi comme référente, qui me faisaient confiance. Je prenais mes décisions, j'avais personne derrière mon épaule pour faire le moindre commentaire sur la décision que j'avais prise. Le fait d'avoir en fait un des deux cardiologues du cabinet qui n'était pas en vacances à ce moment-là faisait que je pouvais demander des avis quand j'étais pas sûre de moi, parce que moi évidemment les premiers remplacements qu'on fait, on se pose plein de questions parce que ça rentre jamais dans les cases de ce qu'on a appris. Donc j'avais toujours des réponses dans la journée quand j'avais une question thérapeutique ou de prise en charge, donc c'était vraiment hyper confortable. Et voilà, donc ce remplacement s'est super bien passé, j'en ai gardé un souvenir vraiment merveilleux. Et je suis rentrée en métropole, voilà, après 6 semaines, vraiment très contente de moi, de mon expérience. Et d'ailleurs, ce cabinet-là, j'y suis retournée pour remplacer quelques années après, une fois que j'ai eu mon diplôme. Donc ça, c'est ma première expérience en libéral, et c'est vraiment une expérience qui a été extrêmement positive. Ouais. Et à ce moment-là, est-ce que tu te dis, tiens, le libéral, c'est sympa, c'est quelque chose que je pourrais envisager plus tard? Ou est-ce que tu dis, c'était une expérience sympa, mais je retourne à l'hôpital? Est-ce que est-ce que tu as l'impression d'avoir eu une vision complète du libéral aussi? Parce que quand on remplace, c'est pas exactement la même chose que quand on est installé. Donc, je résume un peu ma question, c'est est-ce que ça t'a donné envie de recommencer du libéral en remplaçante, en tant qu'installé, ou est-ce qu'au contraire, ça t'a plutôt conforté dans l'idée d'aller à l'hôpital parce que finalement, tu avais remplacé, mais tu t'es dit que l'installation, c'était pas pour toi? Enfin, quel sentiment tu gardes après cette installation par rapport à ta pratique future? Alors en fait, bon, comme je t'ai dit, c'est vrai que j'ai fait ce premier remplacement en libéral à une période de ma vie où j'étais quand même en plein questionnement professionnel. Je me demandais un peu ce que j'allais faire de mon avenir. Et du coup, cette expérience positive est vraiment venue à point nommé. C'est-à-dire que j'en suis ressortie vraiment rassénérée en me disant que tout n'était pas perdu pour l'avenir au niveau médical, que ça m'avait plu, que c'était une porte de sortie de l'hôpital qui visiblement pourrait me convenir. Voilà. Après, j'ai pas fait de plan sur la comète, en tout cas, je m'en souviens pas. Je me suis juste dit ça m'a plu, point. Je me suis pas dit ok, je m'installe dès l'internat terminé, je m'installe, c'est sûr que c'est ça que je veux faire. Je me suis dit ça me plaît, il y a moyen d'aller voir plus loin, on pourra creuser. Ça me rassure. C'est vraiment ça que je me suis dit, je pense, à ce moment-là. Ça te rassure, ça te laisse une porte de sortie, mais en tout cas, ça n'a pas spécialement impacté ton projet long terme. Je pense que j'avais pas spécialement de projet long terme, en fait. Je fais jamais des projets très longtemps à l'avance, mais j'en ai gardé une impression très positive. Et comme j'étais dans une période où l'hôpital me plaisait pas beaucoup, ça m'a semblé être quelque chose de vraiment possible et positif à imaginer. Mais c'était trop court pour que j'en sois sûre. C'était à un seul endroit. C'était sur l'île de la Réunion. Enfin, il y avait quand même plein de facteurs qui rentraient en ligne de compte, qui brouillaient le message. Je pouvais pas dire. 6 semaines en premier emplacement, effectivement, c'est difficile de prendre une décision pour 35 ans de cabinet après, juste là-dessus. Mais en tout cas, j'ai pas vu de défaut. Donc ça, c'était quand même un truc hyper positif. Et est-ce que ça t'a donné envie de recommencer des remplacements sur cette dispo ou plus tard? J'avais de toute façon prévu de faire un autre remplacement sur mon lieu d'internat. Enfin, j'étais interne à Grenoble et j'avais un cardiologue à Grenoble qui m'avait demandé aussi de le remplacer 1 mois. Et là, c'était à la fin de ma disponibilité, donc en avril. Donc en fait, entre le retour de la Réunion et le deuxième remplacement, j'ai eu 2 mois où j'ai voyagé. Et je suis rentrée à Grenoble et j'ai fait ce mois de remplacement donc sur place, en fait. Donc dans un environnement que je connaissais,
ou quand je devais hospitaliser les gens, c'était dans un hôpital dont je connaissais les médecins, tout ça, donc c'était une autre façon de travailler, et qui m'a aussi beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu aussi. Et là, j'ai commencé à me dire, en fait, c'est probablement ce que je vais être amenée à faire plus tard. C'est donc le deuxième remplacement qui t'a fait plus cheminer dans ton projet. Bah, disons que c'était dans la continuité du premier. Je gardais cette impression positive de l'activité de consultation. Je me suis dit, en fait, c'est une activité qui me plaît bien, quoi. Le fait que quand le patient quitte le cabinet, a priori, on n'a pas prévu de le revoir pendant plusieurs mois. Le problème est à peu près réglé. Et donc, quand on rentre chez soi, on n'a pas la pression de repenser à tous les patients qui sont hospitalisés, qui passent leur nuit dans le service, qu'on va revoir le lendemain avec des problèmes qui sont non réglés et qui, moi, m'ont beaucoup pesé pendant l'internat. C'est-à-dire que moi, pendant l'internat, la nuit, je rêvais de mes patients. Donc, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à séparer ma vie personnelle de ma vie professionnelle et c'était extrêmement pesant. Donc, la découverte d'un monde où, où ce n'est que de la consultation et où les patients, quand on ne les voit pas, a priori ne pensent pas à nous et n'ont pas de problème cardiologique, ça me convenait très bien en fait. Le fait d'être sur une temporalité plus longue, en fait, avec des gens qui vont bien et que tu n'as pas besoin de revoir, réévaluer tous les jours, toi, ça te rassurait? Alors, ils vont pas forcément bien. On a aussi des patients graves en consultation. Mais s'ils ont besoin d'être surveillés jour et nuit, c'est pas nous qui nous en occupons. On les envoie ailleurs. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me va. Parce que quelqu'un qui va pas bien et qui a besoin d'une surveillance médicale jour et nuit, moi, j'y pense jour et nuit. Donc, c'est un gros problème. Un gros problème pour moi, pour mes qualités de vie personnelles. En fait, c'est une pratique qui me convient pas du tout, quoi. Donc, en fait, toi, tu préfères avoir un court laps de temps dans lequel tu dois prendre une décision pour ton patient plutôt que pouvoir échelonner. À l'hôpital, c'est facile de se dire, tiens, là, il est 10 heures, je vois le patient, je sais pas trop quoi faire. Je repasse voir dans 1 heure, je réfléchis et je prends ma décision après. Tout à fait. C'est pas du tout la même gymnastique en fait. C'est-à-dire que la consultation, il y a pas le même degré potentiellement d'urgence qu'un patient qui va pas bien, qui est à l'hôpital. Mais par contre, faut pas se louper parce qu'effectivement, le type, une fois qu'il a quitté notre cabinet, on le revoit pas avant 6 mois ou 1 an. Donc, si on a oublié la moitié des trucs, ou si on lui a prescrit un traitement dont on a oublié de prescrire la surveillance, ou alors si on a prescrit un truc contre-indiqué, ou si on a fait une erreur de diagnostic, c'est terminé. Donc, il faut quand même faire vachement attention à ce qu'on fait. En ayant une vision vraiment à moyen terme. C'est-à-dire, ce que je fais doit le conduire à tenir à peu près bien jusqu'à la prochaine fois que je le revois. Donc, c'est vraiment pas du tout pareil. En fait, c'est quasiment un métier différent de la cardiologie hospitalière. C'est une façon de raisonner qui est complètement différente. Et alors, c'est une façon de raisonner qui est différente parce que les patients sont moins aigus, parce que la temporalité n'est pas la même. Tu as vu d'autres différences par rapport à l'hôpital qui, toi, dans ta pratique, te parlaient plus que ce que tu faisais à l'hôpital? Oui, le patient vient. Il consulte de lui-même, c'est-à-dire qu'il est actif et demandeur. Et du coup, on crée un vrai partenariat au niveau du soin, ce qui est à peu près le contraire de l'hôpital où, dans 3/4 des cas, le patient a été hospitalisé globalement à peu près malgré lui parce qu'il allait mal, qu'il est là sans avoir choisi d'être là. Et du coup, le partenariat n'est pas du tout le même. Moi, je considère que le patient que je vois en consultation dans mon cabinet, c'est une véritable, je fais une véritable alliance thérapeutique avec lui, où on va travailler ensemble, main dans la main, pour qu'il aille le mieux possible à long terme. Alors que je vois plus la prise en charge hospitalière comme une gestion d'une période aiguë. Et dès que le patient va mieux, il rentre chez lui. Et après, la suite de la prise en charge, avec toutes les complications potentielles du traitement qui a été instauré à l'hôpital, d'ailleurs, n'est plus du ressort de l'hôpital. Pourtant, il y a des consultations à l'hôpital. Oui, il y a des consultations, mais c'est pas forcément les consultations. Alors, à l'hôpital où je travaille, l'hôpital là où j'ai mon cabinet, les consultations de patients, c'est pas des consultations post-hospitalisation, globalement. C'est des patients qui étaient déjà suivis en consultation pour X ou Y problème, ou qui ont été suivis en consultation après une hospitalisation il y a 5 ans, par exemple, et qui continuent à reconsulter de manière régulière parce que leur cardiologue, c'est un cardiologue qui travaille à l'hôpital.
C'est pas du suivi post-hospi pour que le patient après retourne dans la nature une fois que tous les problèmes sont réglés. Moi, je vois énormément de gens qui sortent de l'hôpital, qui sont sortis un peu vite, qui sortent de l'hôpital avec plein de problèmes qui n'ont pas forcément été gérés parce que les cardiologues hospitaliers n'ont pas eu le temps de les gérer, hein, c'est tout. Hein. Et qui vont après venir me voir pour toutes les complications qui n'ont pas été prises en charge pendant l'hospitalisation et où moi je dois faire le suivi à court moyen terme. Bon, c'est hyper intéressant aussi, hein, c'est une autre facette de la consultation de ville. Mais je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà, clairement la consultation hospitalière, je pense pas qu'elle soit la même que la consultation de ville. Et est-ce que tu dirais que c'est toujours vrai dans le contexte actuel? Tu vois, tu dis que le patient, il vient vers toi et qu'il est plus actif, mais en même temps, avec la démographie médicale qui est ce qu'elle est, il y a moins de choix. Tu vois, si le relationnel passe pas avec un médecin, le patient, il n'a pas forcément le choix d'aller voir quelqu'un d'autre parce qu'il n'y a pas grand monde autour. C'est vrai, mais je pense que du coup, souvent, le patient, il ne reconsulte pas, c'est tout. Je pense qu'il y a des patients qui relèvent de la cardiologie, qui ne voient pas de cardiologue pendant 5 ou 6 ans, hein, ça c'est fréquent. Je pense que c'est plus ça, si ça se passe pas bien relationnellement. Après, j'en vois aussi qui font la ronde des cardiologues du département. Hein. Mais je pense que le problème de la démographie médicale, si on était pléthore de cardiologues là où je travaille, effectivement, ça encouragerait probablement le tourisme médical. Mais de toute façon, je suis pas sûre que les patients qui changent de cardiologue ou de médecin traitant tous les 2 ou 3 ans, ce soient des patients avec lesquels ce soit facile d'avoir une alliance thérapeutique. Ouais, ce que tu me dis, c'est que finalement, les gens avec qui tu arrives à créer une alliance thérapeutique, ces gens-là, ils viennent, tu les vois, et que c'est pas la démographie médicale qui... Disons qu'il y a forcément des patients avec lesquels ça se passe pas bien. Hein. Je m'entends pas forcément avec tout le monde. Je suis pas toujours dans mon meilleur jour. Je suis pas mieux que les autres. Mais ce que je veux dire, c'est que ces patients sont quand même assez minoritaires. Et si ça se passe pas bien avec moi, et si le patient est quand même relativement, on va dire, de bonne composition, il va trouver assez vite un autre cardiologue avec qui ça se passera bien. Donc finalement, le turnover, il est pas si important que ça. Enfin, je pense pas que le fait qu'on soit pas nombreux fasse qu'il y a des gens avec qui je m'entends pas ou avec qui c'est pas possible de faire ce travail d'alliance thérapeutique qui continue à me voir tous les 6 mois. Enfin, personne n'est masochiste, hein, donc si ça se passe pas bien, les gens ils arrêtent de venir, c'est tout. Oui, ce qui change, c'est que les gens ils vont pas voir un autre cardiologue si t'es la seule. C'est ça, mais toi, après c'est le suivi cardio qui trinque, quoi. Oui, et puis après il y a plein de médecins traitants qui prennent le relais. Hein. Mais alors, cette relation, cette construction d'une alliance thérapeutique avec le patient, tu as réussi à en prendre conscience dès tes premiers remplacements? Parce que sur une durée de 6 semaines ou 1 mois, c'est quand même court. Ouais, quand même. Je trouve que en 6 semaines, nous, en cardiologie, on fait nos propres examens complémentaires. Donc c'est vrai que souvent, on revoit les gens 2-3 fois, en fait, en quelques semaines. Par exemple, si on doit leur poser un holter, ou si on doit faire d'autres examens, ou qu'ils doivent nous rapporter ces résultats, enfin, je ne sais quoi. Donc, c'est rare que ça arrive, mais je pense que c'est au moins aussi fréquent que les gens que je vois en consultation, je les reconvoque pour faire autre chose assez rapidement. Donc, je vais être amenée à les revoir vite. Et c'est vrai que très vite, c'est très satisfaisant de voir quelqu'un qu'on a vu il y a 3 semaines ou 1 mois qui revient. Donc, on se reconnaît évidemment puisqu'on s'est vu il y a pas longtemps. Et de voir le petit éclat brillant dans le regard de je te reconnais, je suis content de revenir et comment ça va, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué tout de suite en fait. Voilà. C'est de me dire il est revenu, il a pris la peine de revenir et on va pouvoir travailler ensemble. Est-ce que tu as fait d'autres remplacements, peut-être plus courts, ou dans d'autres structures? Parce que on peut être, alors si je dis pas de bêtises, mais on peut être libéral en clinique aussi, des choses comme ça. Est-ce que tu as testé d'autres façons de faire du libéral ou pas?
Alors après cette disponibilité, j'ai continué à faire des remplacements une fois de temps en temps. Enfin, c'est surtout à la fin de mon internat. Alors j'ai pas vraiment fait de remplacement en clinique. En fait, c'était soit des gardes qu'on me proposait de faire, soit des pré-op, c'est-à-dire que en fait tu fais le tour de la clinique avec tous les patients qui doivent être opérés le lendemain. Tu fais un électro et tu donnes ton avis. Bon, c'est hyper pas intéressant. Pour le coup, là, c'est des gens qui sont hospitalisés et qui n'ont pas de problème cardiaque et que tu reverras pas. Donc vraiment, c'est alimentaire, on va dire, comme remplacement. Après, j'ai fait plein d'autres remplacements entre donc la fin de mon internat et le début de mon clinica parce que j'avais de nouveau 6 mois de disponibilité puisque j'étais décalée de 6 mois. Et j'ai refait pas mal de remplacements à la fin de mon clinica. Donc j'ai quand même une expérience assez large du remplacement alors plus que l'établissement ou pas pour faire des remplacements. Enfin, j'ai fait essentiellement du cabinet. Ce que j'ai beaucoup testé, c'est le lieu géographique où remplacer, qui influence vachement en fait les consultations que tu vas faire. C'est très très différent de remplacer en milieu urbain ou à la campagne ou dans les dom-toms ou dans un lieu défavorisé qui est loin de tout ou près d'un hôpital. On voit pas du tout le même type de patient et on n'a pas du tout les mêmes responsabilités non plus. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où tu es loin de tout, où tu dois tout faire. C'est-à-dire tu fais du contrôle de PM. En fait, le patient, s'il doit être hospitalisé l'après-midi, ben en fait, c'est toi qui es PH à mi-temps dans la clinique où il doit être hospitalisé. Donc en fait, tu le gères aussi à l'hôpital. Ou alors il y a des endroits, voilà, qui sont extrêmement bien pourvus en médecins où tu ne fais quasiment plus rien de compliqué. Tu fais que de la petite consultation hyper régulière et dès que ça sort un petit peu de ta zone de confort, bah tu envoies ailleurs. Donc il y a vraiment plein de façons différentes de faire de la cardiologie de ville. Et j'ai essayé d'en expérimenter un max pour voir ce qui me convenait le mieux. Et donc ça correspond à la période après ton internat, après ton clinica. C'est ça. Après, tu vois, je te dis, j'ai essayé d'en expérimenter un max pour voir ce qui me convenait le mieux. Je pense que c'est assez faux en fait, parce que je vois ça comme ça a posteriori, mais sur le moment, j'ai pas du tout eu ce raisonnement-là. En fait, je prenais des remplacements là où on me proposait des remplacements. C'est comme ça que j'ai essayé différentes choses, mais c'était pas un choix conscient. Mais j'ai vu des remplacements j'ai fait des remplacements assez divers, et il y en a qui m'ont plus ou moins plu selon la façon de travailler que j'avais en faisant ces remplacements. Et si je me souviens bien de l'épisode qu'on a enregistré ensemble, c'est parce que tu as remplacé un endroit et qu'on t'a proposé de prendre la suite C'est que ça. tu t'es installé. C'est ça. Et tu t'étais dit que tu t'installerais un jour où tu n'avais pas du tout fait de plan à ce sujet? Alors, c'est la fin de mon clinica, ça a coïncidé avec une période où moi je me suis dit que j'avais envie de créer une famille. Donc c'est vrai que j'avais dans l'idée de m'installer, mais je voulais avoir des enfants avant de m'installer parce que tout le monde m'avait dit que avoir des enfants en libéral c'était quand même très compliqué puisqu'on n'avait pas le confort d'un salaire, d'un arrêt maladie, d'un congé maternité. Donc il valait mieux faire ça avant de s'installer. Donc moi j'étais partie sur cette idée-là. Sauf que en fait mes plans ont été bousculés parce que j'ai pas réussi à tomber enceinte, donc ça s'est terminé avec une PMA. Et puis parce que voilà, il y a eu ce cabinet qu'on m'a proposé de reprendre, ce qui n'était pas prévu, mais qui m'a attirée malgré moi parce que je me suis rendu compte que voilà, l'endroit me convenait hyper bien, le cabinet j'adorais, les patients, je trouvais que c'était exactement le type de patient que je voulais suivre. Et donc je me suis dit voilà, suis ton cœur, comme on dit dans Disney, et puis tu verras après. Donc je me suis installée avant d'avoir eu des enfants. Et donc les enfants, je les ai eus après en libéral. Et alors, est-ce que c'est aussi compliqué que on te l'avait dit d'être libérale et d'être enceinte et le congé mat? Moi, j'ai été enceinte 4 fois, donc j'ai eu 4 congés maternité. Donc j'ai quand même une bonne expérience de congé maternité libéral. Et franchement, non, c'est pas aussi difficile. Alors forcément, c'est moins simple que d'être salarié, mais alors j'ai eu vraiment de la chance. Enfin, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé des remplaçants à chaque fois. Mon cabinet n'a jamais été fermé pendant 4 mois. Après, les remplacements n'ont pas été si simples que ça parce que j'ai quasiment jamais trouvé un remplaçant qui fasse 4 mois à temps plein. Donc, il y a eu quand même des moments où j'ai dû jongler entre différents remplaçants ou des remplaçants qui étaient là que 2 jours par semaine. Donc, il fallait toujours quand même que je garde un petit peu un œil sur le cabinet, même quand j'étais occupée ailleurs.
Voilà, les patients, enfin, j'ai pas eu l'impression que les patients avaient fui le cabinet parce que j'avais été absente pendant 4 mois. Globalement, ils m'ont attendu. J'ai pas du tout ressenti d'effet négatif. Euh, les 4 fois, ça s'est très bien. Enfin voilà, le retour s'est très bien passé. Voilà, le seul impact négatif, il est financier. C'est sûr, on est beaucoup moins bien payé par l'assurance maladie quand on est en congé maternité en libéral que si on est salarié. On est aussi payé avec beaucoup de retard. Je n'ai jamais réussi à toucher le moindre sou avant d'avoir repris mon activité après mon congé maternité. Donc c'est pas voilà, il faut avoir mis de l'argent de côté avant, ça c'est sûr. Mais après globalement non, voilà, ça m'a pas du tout traumatisé. D'ailleurs voilà, j'ai recommencé 4 fois. Mais c'est vrai que si on trouve pas de remplaçant, je pense que c'est quand même plus compliqué. Moi j'ai eu de la chance. Mais avec voilà, fermer un cabinet plusieurs mois. Voilà, ça peut être compliqué pour les patients parce qu'ils sont obligés d'aller chercher ailleurs s'ils ont besoin. Et donc je sais pas trop ce que ça implique après pour le retour. Après, je suis sûre que, enfin moi, j'ai toujours trouvé des remplaçants. Je veux dire, j'étais déjà enceinte de 6 mois quand je trouvais un remplaçant. Donc je veux dire, je me suis lancée sans savoir si je trouverais un remplaçant à chaque fois. J'aurais pas trouvé de remplaçant, j'aurais fermé et puis c'est tout. De toute façon, quand je pars en vacances, maintenant j'ai plus de remplaçant. Le cabinet est fermé, les gens se débrouillent. On peut pas faire autrement. On n'a pas le choix en fait. Mais globalement, non, ça me laisse pas, voilà, ça me laisse pas un souvenir horrible. Ces congés maternité. Oui, c'est faisable. Il faut peut-être Complètement. quand même un minimum d'anticipation Ouais. de trésorerie. Oui. Et alors, le côté administratif, ça t'a jamais fait peur? Alors pas vraiment, mais je pense que j'y avais pas beaucoup réfléchi. Et là, franchement, a posteriori, avec un recul de presque 15 ans, ben non, en fait, il y a pas grand-chose au niveau administratif. Alors après, moi, j'ai la chance d'être spécialiste, donc je pense que j'ai beaucoup moins de paperasse que les médecins traitants. Moi, j'ai extrêmement peu de demandes type, de demandes d'entente préalable ou trucs comme ça à la Sécu. J'en fais une par an, quoi. Donc, j'en ai pas du tout. Les gestions de soins, c'est pareil, j'en ai pas du tout. Alors, ce qu'il y a comme administratif, c'est en gros, c'est les factures et la comptabilité. Bon, les factures, je les paye quand elles arrivent, voilà. Et puis la comptabilité, j'ai un comptable, donc je délègue tout. Donc j'écris juste ce que je gagne chaque jour, et puis je garde mes factures, et puis je lui envoie tout à la fin de l'année. Donc en fait, j'ai pas tant d'administratif que ça. Voilà. Et après, je fais pas de vérification. Ça, c'est un choix personnel. Ça, je vérifie pas que mes tiers payants ont été payés. Je vérifie rien parce que j'estime que le temps que je perdrais à vérifier tout ça et l'angoisse que ça me procurerait de voir que certains trucs n'ont pas été payés, ça vaut pas le coup. Je préfère ne rien vérifier, pas perdre de temps, pas être dégoûté de voir que la Sécu a oublié de me payer la moitié de mes tiers payants, et puis passer à autre chose. Donc je fais très peu d'administratif en fait. Ouais, t'as choisi de déléguer ou De de déléguer laisser au tomber. maximum et de faire confiance, voilà. Voilà. C'est un choix. Et ça, enfin, gérer un cabinet, gérer l'administratif, l'URSSAF, les liens avec la Sécu, mais ou peut-être choisir un logiciel médical, savoir où est-ce qu'on peut mettre son cabinet, où est-ce qu'on a le droit de pas le mettre, où est-ce qu'on a le droit de le mettre ou de pas le mettre en fonction des normes PMR et ce genre de choses. Tu t'es posé des questions, tu t'es dit mince, où est-ce qu'on trouve les informations? Parce que j'imagine que tu n'as jamais eu de cours à la fac sur la gestion d'un cabinet. Ça... Alors t'apprends sur le tas. Ouais. Et t'apprends en faisant des bêtises. Alors pour le cabinet, moi j'ai repris un cabinet qui était déjà géré par un cardiologue, donc c'est vrai que je me suis posé aucune question. Alors il est pas du tout accessible aux personnes handicapées. Donc quand il y a eu la loi qui est sortie, je sais pas, en 2015, un truc comme ça, où il fallait adapter les cabinets pour les mettre dans le PMR, en fait j'ai fait une demande de dérogation qui a été acceptée. Bon, il est quand même un petit peu accessible. Il n'y a pas de marche, il y a un ascenseur. L'ascenseur n'est pas suffisamment large pour mettre certains fauteuils très larges, mais je vois quand même des patients en fauteuil roulant qui rentrent dans l'ascenseur. Je vois des patients malvoyants parce que voilà. Donc il n'est pas optimal, ça c'est sûr, mais il est correct. C'est-à-dire, je suis pas en haut. J'ai des collègues qui sont en haut d'une volée de marche, donc il y a bien pire que moi. Mais voilà, c'est comme ça. Mon cabinet il est comme ça. Je pouvais pas déménager juste pour me mettre aux normes PMR. Et j'ai eu la dérogation, et maintenant je pense que je changerai pas là-dessus. Après, bon, pour tous les trucs genre URSSAF, machin, je sais que
je me souviens plus très bien, mais oui, au début, les premières années, j'ai eu des soucis parce que j'avais mal rempli des papiers, il y avait pas les bonnes dates, tout ça. Mais bon, en fait, finalement, l'URSSAF, ils finissent toujours par te retrouver et te demander de mettre à jour. Donc, finalement, ça s'est résolu, je sais plus trop comment, et maintenant, je suis à jour. Le plus mauvais souvenir que j'ai du début du cabinet, ça, c'est un truc que j'ai fait et que j'essaierai de pas refaire si j'étais de nouveau dans cette situation. C'est vrai que moi, je demande pas beaucoup d'avis aux collègues et je fais un peu les trucs toute seule, sans trop réfléchir. Et c'est pas une bonne idée. Et ce qui m'est arrivé, c'est quand j'ai acheté mon appareil déco, voilà, au lieu de l'acheter directement à la marque qui commercialise les appareils déco, et ben j'ai regardé dans Google où acheter un appareil déco d'occasion. C'est quand même incroyable. Et donc je suis tombée sur un site d'un type entrepreneur qui vendait des appareils déco reconditionnés. Donc c'était un appareil très bien, c'était celui que je voulais parce que je l'avais déjà utilisé en remplacement. Donc il était reconditionné. Il m'a dit bah voilà, je vous le fais 35 000 €. Je vous le fais en leasing. Donc le leasing c'est location longue durée, mais au bout des 5 ans de location, en fait l'appareil il est à nous. Comme ça, vous payez, je sais pas, 400 € par mois pendant 5 ans, et après l'appareil vous appartient. Donc, moi, c'était exactement ce que je voulais. On m'avait dit, j'avais vaguement entendu que le leasing c'était super, puisqu'on peut déduire les loyers. Donc, j'ai acheté ce truc en leasing. Alors, l'appareil déco était super. Hein, il a pas planté pendant 5 ans, tout ça. Sauf qu'au bout des 5 ans, et ben en fait, mes loyers continuaient à être prélevés. Donc, j'ai appelé le mec, je lui ai dit, bah ça va pas quoi, mon leasing il est terminé, ça fait 5 ans. Et sauf qu'en fait, et ben ce type était un escroc, il m'a fait signer un contrat de location, pas de leasing. Donc l'appareil était en location. Donc je continuais à le louer. Donc là j'étais quand même vraiment emmerdée. Et c'était horrible parce qu'en fait, en plus dans les petits caractères du contrat de location, il était stipulé que en gros il reprenait l'appareil quand je décidais d'arrêter de le louer, mais seulement si j'avais payé une maintenance pour l'appareil, parce que évidemment je l'avais pas fait. Donc en fait sinon il le reprenait pas, donc en fait le contrat de location continuait à courir ad vitam aeternam. Donc là, et en plus j'ai appris ça, j'étais en congé maternité justement, donc j'étais pas au cabinet, j'étais pas du tout dans dans un état d'esprit combatif. Ça a été vraiment une nouvelle horrible en fait. Je me suis dit mais je vais pas m'en sortir, je sais pas comment je vais faire. Donc évidemment je suis allée voir un avocat qui a fait un petit courrier en disant que le contrat de location était pas aux normes, je sais pas quoi. Enfin c'était vraiment une introduction quoi, c'était pas du tout je savais pas si ça allait déboucher sur quelque chose. Elle m'a dit on peut essayer de résoudre comme ça le problème à l'amiable. Et en fait, du coup, ils ont arrêté. Moi, j'ai fait opposition sur mon compte en banque. Et les types ont arrêté de me débiter. Et finalement, il n'y a pas eu de suite. Bon, après, l'appareil, il valait vraiment plus rien. Donc, de toute façon, ils auraient eu aucun intérêt à essayer de récupérer l'appareil ou à essayer de continuer à me prendre de l'argent parce que je pense que ça aurait été ce serait devenu voilà judiciarisé et ça aurait été compliqué pour tout le monde. Mais voilà, j'ai vraiment eu très très peur. Ça s'est bien terminé, mais j'ai vraiment eu très très très, très peur sur le coup. Et donc voilà, je déconseille formellement à tout le monde de faire ce genre de truc. Mais j'en ai parlé du coup après à des collègues et je suis pas la première à qui c'est arrivé. C'est visiblement une arnaque assez fréquente de transformer un leasing en location. Donc, il faut vraiment bien lire les petites lettres des contrats, ce qu'on me dit tout le temps, ce que j'avais pas fait. Voilà, ça c'est ma pire expérience en libéral. Ça me fait penser, être seule dans ton cabinet, ça a toujours été une envie. Tu regrettes pas d'avoir, parce que t'es toute seule, t'as même pas de secrétariat. Non, j'ai pas de secrétariat. T'as jamais regretté de pas avoir un collègue avec qui juste discuter ou juste te plaindre quand ça va pas ou que tu te fais arnaquer ou je ne sais quoi, juste pouvoir échanger en fait. Alors déjà l'occasion s'est pas présentée puisque ce cabinet m'est un peu tombé dessus, j'exagère, mais voilà. Mais alors il y a eu aussi le fait que moi j'étais pas spécialement à la recherche d'une association parce que quand j'ai remplacé pas mal dans des cabinets de groupe. Et je suis quasiment jamais tombée sur un cabinet de groupe où l'ambiance était bonne, en fait. C'est-à-dire que le premier remplacement que j'ai fait, les deux cardiologues, ils se laissaient des petits messages sur des post-it qui étaient vraiment pas très sympas. C'était limite, ouais, ça fait 3 fois que je rachète du PQ, c'est ton tour, ou l'ampoule dans l'entrée elle marche plus, j'en ai marre de toujours la remplacer. Enfin, c'était vraiment, il y avait beaucoup d'aigreur dans leur relation. Ça faisait, je sais pas combien d'années qu'ils étaient ensemble, mais c'est ce qu'on dit, hein, une association c'est comme un mariage sans amour, donc c'est vachement compliqué. Je pense qu'une association marche bien au niveau relationnel pendant longtemps. Enfin, je pense qu'il faut vraiment prendre sur soi et avoir beaucoup de recul face à ça.
Et clairement, moi, je ressens la solitude régulièrement, hein, en étant seule dans mon cabinet. Mais en contrepartie, la liberté que ça me donne est vraiment importante. Et je suis certaine que en association, le fait qu'il y ait des tensions avec mes associés m'aurait pourri la vie. Vraiment, j'aurais pas du tout réussi à prendre du recul et à me dire c'est pas grave, demain ça ira mieux. Ou voilà, ça m'aurait. Je pense que ça aurait vraiment bousillé ma qualité de vie au travail. Et je suis sûre qu'à terme je serais partie. Euh, les quelques mauvais souvenirs que j'ai d'équipe hospitalière, ça a toujours été ça, c'est-à-dire des mauvaises relations avec des collègues ou avec des chefs, et l'impossibilité complète de prendre du recul et de relativiser. C'est quelque chose qui est trop important pour moi. Et voilà, donc je préfère être seule, quitte à souffrir un peu de la solitude, mais sans avoir ce poids de devoir faire en sorte que les choses se passent bien avec des collègues qui sont pas forcément dans le même état d'esprit, ou qui sont pas forcément de bonne humeur, ou qui ont pas forcément envie de parler au même moment que moi. Voilà, donc je suis seule, mais je suis libre, et c'est bien comme ça. Et c'est valable que ça soit pour un associé ou pour une personne que tu emploierais pour du secrétariat, par exemple? Alors honnêtement, pour du secrétariat, moi j'ai pas vraiment besoin d'un secrétariat, c'est-à-dire que mes courriers je les tape parce que je tape vite. J'ai un télésecrétariat, j'ai une plateforme téléphonique donc avec qui ça se passe très bien, qui m'envoie. J'ai mon agenda par mail, donc je suis tout le temps dessus en consultation, donc je reçois les messages en temps réel, donc c'est vraiment comme si j'avais une secrétaire qui m'envoyait le message quand j'ai quelqu'un qui appelle, qui a besoin de me consulter. Après voilà, je pourrais avoir besoin d'une secrétaire sur place pour effectivement pour prendre les rendez-vous aux patients, ou pour poser des haltères, ou pour faire payer, mais ça me semble quand même pas énormément de travail, donc il faudrait que j'emploie quelqu'un, je sais pas, 2 heures par jour. Je pense que c'est vraiment très compliqué pour un intérêt très limité. Donc non, j'ai fait 100 dès le début, quoi. Oui, et le cabinet que tu as repris fonctionnait déjà sans? Alors la cardiologue qui était là avant moi avait eu une secrétaire à un moment, et puis à la fin elle travaillait sans secrétariat. Mais alors elle avait même pas de secrétariat téléphonique, elle décrochait pendant les consultations pour prendre les rendez-vous pour les patients. Alors, j'ai fait comme ça les 3 premiers mois, c'était un cauchemar. J'avais des appels toutes les 3 minutes, donc après j'ai fait le télésecrétariat. Et oui, petit à petit, elle avait laissé tomber toutes les aides qu'elle pouvait avoir, et faisait tout toute seule. Mais bon, ça c'est trop pour moi pour le coup. Ouais. Alors comme le temps passe, juste un petit aparté. Sur ton compte Instagram, tu écris sur tes patients que tu vois en libéral. Et t'as jamais eu envie d'écrire sur tes patients quand tu étais à l'hôpital? J'en ai fait quelques-uns des textes sur mes patients quand j'étais à l'hôpital l'année dernière, sur des souvenirs en fait de patients qui m'avaient marqué pendant mon internat. Après, honnêtement, ça commence à dater, donc c'est quand même assez ancien. Et les souvenirs que je garde de manière assez vivace, on va dire, c'est plutôt des souvenirs assez traumatisants, de mauvaises expériences, ou voilà, de patients qui sont morts prématurément, et voilà, des choses qui m'ont fait souffrir en fait, parce que les trucs très heureux, je m'en souviens pas je m'en souviens pas plus que ça reste assez vague. Et donc j'ai pas forcément envie d'écrire là-dessus, parce que c'est pas quelque chose qui va être forcément agréable à lire. Et puis j'en ai pas tant que ça. Donc mais globalement, je garde moins de souvenirs de bonnes relations avec les patients à l'hôpital que maintenant. Parce que à l'hôpital, quand on est interne, on est quand même intégré à une équipe, on n'a pas son patient à soi, avec qui on va créer un lien fort. Enfin, moi, j'ai pas ce souvenir-là, en tout cas. Ça m'a pas tellement arrivé quand j'étais interne. Plus, voilà, de faire partie d'une équipe, donc d'être plus interchangeable. Donc, j'ai eu moins de relations, voilà, singulières avec certains patients, de choses qui m'ont marqué. Et c'est ça que t'aimes bien et qui te nourrit dans ta pratique libérale, c'est de créer ce lien avec les patients. Ah oui, complètement. Et de le créer ce que je trouve génial, et ça, c'est un truc qu'on apprend vraiment avec les années, c'est de le créer sur le long terme. C'est-à-dire que des gens qu'on revoit année après année, qu'on voit plus souvent quand ils vont pas bien, qu'on voit moins souvent quand ils vont bien, et qui après 10 ans, 15 ans, continuent à venir nous voir. On vieillit ensemble, mes enfants grandissent, ils me demandent de leurs nouvelles chaque fois qu'ils viennent. Ils deviennent veufs ou veufs, ils vieillissent, ils perdent en autonomie, et moi je continue à les suivre, et je trouve que c'est quelque chose de merveilleux. Je te propose qu'on s'arrête là, Claire, sur Oui. quelque chose de merveilleux.
Très bien. Est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose? Est-ce que tu serais frustrée de ne pas avoir dit quelque chose que tu veux dire? Disons pour conclure, je trouve que la pratique médicale libérale est souvent un peu dévoyée. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que je pense que c'est vraiment une façon merveilleuse, pour réutiliser le mot, d'exercer la médecine, de voir des gens qui vont bien ou moins bien, mais de voir tout le monde, même en dehors d'un contexte aigu de maladie, de les suivre aussi pour éviter que les mauvaises choses arrivent à nouveau, et de leur permettre d'avoir la vie la plus belle qui soit médicalement. Voilà, je trouve que c'est moi j'adore mon métier, c'est vraiment je pense que j'aurais pas pu faire autre chose qui m'épanouisse autant, et voilà, je trouve que c'est vraiment dommage qu'on ait tendance à ne voir que les côtés négatifs de la médecine libérale. Je lis et j'entends beaucoup de choses négatives là-dessus. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans une période optimale, hein, l'avenir est pas brillant, et on a beaucoup d'obstacles en travers du chemin, mais bon voilà, il faut pas oublier qu'au quotidien c'est quand même un très beau métier, et que ça apporte énormément de choses à ceux qui le pratiquent. Voilà. Je te remercie, Claire. Je t'en prie, merci beaucoup. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Podcast La Consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt!